Et voilà, on y est bien sûr avec le premier invité, Norbert Yamba, acteur de la société civile, qui est avec nous sur ce plateau. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci pour l'invitation. Voilà, avec vous, nous allons bien sûr parler de ce qui fait la une ces derniers temps, la révision constitutionnelle. Mais on aimerait également avoir la position de la société civile, si et seulement si cette société civile arrivera, elle aussi, à se mettre ensemble, d'autant plus qu'il y a plusieurs tendances. D'abord, on entend parler de la révision constitutionnelle. Ça vous dit quoi? Ça ne me dit rien. C'est-à-dire? Ça ne me dit rien, mais je voudrais d'abord faire noter une chose, c'est que la société civile, est-ce qu'elle arriverait à se mettre ensemble? Écoutez, la démocratie, c'est une gestion des contradictions, c'est un droit au désaccord, et donc cela n'empêche véritablement qu'il y ait des groupes et des groupes de personnes qui véritablement défendent leur point de vue jusqu'à même creuser les Français. Cela n'est pas véritablement quelque chose qui puisse étonner. Mais ce qui est vrai, c'est que la société civile est plurielle, elle n'est pas pluraliste. Lorsqu'elle devient pluraliste, c'est qu'elle est inféodée par des courants politiques. Ce qui reste est une douleur d'affrontement et constitue un défi qu'il faut relever. Alors, qu'est-ce que j'attends par la révision constitutionnelle? Mais la révision constitutionnelle, je disais que ce n'est pas un problème parce qu'effectivement, cette révision est prévue par la Constitution. L'article 218 prévoit qu'on puisse véritablement faire la révision constitutionnelle avec des dispositions qui sont très claires par rapport à ça. Mais ça sonne aujourd'hui très controversé. On entend parler de la révision constitutionnelle, ça pose problème. Et où se situeraient les problèmes? Le problème, réviser la Constitution. C'est comme ça que j'ai tendance à demander aux uns et aux autres, c'est pas d'apaiser et de gérer leurs émotions. L'article 218 prévoit la révision constitutionnelle. Mais l'article 220 limite le pouvoir de cette révision. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait que l'article 220 dit, voilà, le mandat du président de la République ne peut pas être changé, le nombre d'années ne peut pas être changé, le suffrage universel ne peut pas être changé, la forme républicaine ne peut pas être changée, l'indépendance du pouvoir judiciaire ne peut pas être changée, le pluralisme politique et syndical ne peut pas être changé. Voilà. Ça, ce sont des dispositions verrouillées qui sont positionnées dans l'article 220. Le problème se pose à quel niveau? Le problème se pose au niveau où il y a une tendance aujourd'hui qui voudrait... écoutez, c'est la majorité présidentielle qui souhaiterait que l'on puisse réviser l'article 220 reconnu comme verrouillé. Verrouillé. Mais ils ne se sont pas prononcés là-dessus. Ils disent révision. Ils n'ont pas dit révision de l'article 220. Mais lorsque vous voulez aller vers le peuple au référendum, il y a des dispositions stratégiques verrouillées dont le peuple s'est prononcé en 2005 au référendum. Et lorsqu'on propose d'aller au référendum, c'est qu'effectivement, on est en train de vouloir réviser ces dispositions qui ont été adoptées par la population au référendum. Même s'ils ne le disent pas, mais c'est justement, la règle est très claire par rapport à ça. Et c'est là justement que les uns et les autres, nous, au sein de la société civile, nous nous posons la question. Moi, je dis, quel est le problème aujourd'hui qui puisse véritablement demander à la tendance de la mouvance de réviser l'article qui est censé être verrouillé. Attendez. Vous savez que cette constitution... que d'aucuns considèrent comme la constitution de belligérants, et pourtant ce sont les mêmes ténors en 2005 qui étaient au devant de la scène pour dire que la constitution elle est parfaite, etc. Ce sont les mêmes qui disent... Et d'autres disaient non, on n'y adhère pas. Mais aujourd'hui, ce sont les mêmes, une sorte de réfugitation. Mais écoutez, il ne faut pas déstabiliser les institutions de la République, il ne faut pas non plus déstabiliser, en ayant un délai relativement court, la constitution qui du reste constitue la loi fondamentale. Et ceux qui, à un moment donné, se sont prononcés contre en 2005, ça fait partie véritablement des règles de la démocratie, estiment qu'aujourd'hui, en ayant 5 ans, en ayant 10 ans, c'est encore trop court. Il faut expérimenter naturellement ces différentes dispositions pour qu'au terme, long-termiste bien entendu, à ce moment-là, on peut pouvoir envisager la révision de la Constitution. Mais bon, aujourd'hui, il y a des gens qui véritablement tiennent mordicus, encore qu'ils ont la majorité, ils sont capables pratiquement de faire ce qu'ils peuvent vouloir faire. Et c'est là justement le danger. Parce que tout le monde se pose la question.
Hier, la population s'est prononcée. Même vous, société civile, parce que non, la majorité dit, quand passer par la loi référendaire, c'est que cette majorité va faire recours à la population. Vous, bien également, entendu, vous voulez évoquer la population. Oui. Mais il pourrait faire recours à la population. Il faudrait que les intérêts de la population puissent se prévaloir par rapport aux motivations qui vous poussent à la révision constitutionnelle. Quels sont véritablement les problèmes qui se posent aujourd'hui pour qui véritablement intéresse notre peuple et qui nécessite naturellement qu'on puisse réviser la Constitution? Il y en a ceux qui disent, mais écoute, la décentralisation, ça traîne. Il y en a ceux qui disent que non, il y a des conflits entre les communautés. Mais écoutez, la décentralisation, ça traîne. Est-ce que c'est une question d'aller poser la question à leur population de dire, vous voulez ou vous ne voulez pas la décentralisation? Vous, société civile, vous voulez la décentralisation? Nous voulons sincèrement la décentralisation. Et qu'est-ce qu'il faut faire en ces temps? Eh bien, il faut prendre des dispositions, parce que la décentralisation est là, constitutionnalisée, les dispositions, les lois basiques sont là, les arrêtés sont là, etc. Il reste simplement la volonté politique pour rendre opérationnel, aller jusqu'au bout. Mais écoutez, nous sommes en processus. Mais là n'est pas la question aujourd'hui. Eh bien, là n'est pas la question aujourd'hui, mais je dis alors pourquoi on en fait un problème? On en fait un problème pour des questions qui peuvent être réglées par rapport aux institutions qui ont été mises en place. Résoudre le problème des communes et conflits communautaires. Mais écoutez, il y a des dispositions qui en sont prises, il y a des institutions qui sont payées pour ça, etc., qui véritablement doivent amener la calmie, doivent construire la dynamique de paix entre les communautés, etc. Faut-il aller poser la question justement à la population pour dire, ben voilà, parce que vous ne vous entendez pas, qu'est-ce que nous faisons? Alors, balkanisons. Alors, allons dans ce sens-là. Non, tout sauf ça. Non, sauf ça. Mais c'est pourquoi nous disons sincèrement. Vous savez, cher ami, je voyage à travers le pays, je voyage à travers le monde. Aujourd'hui, aucun pays ne peut se dire nanti, sans problème, etc. Et toutes les prévisions montrent qu'en ayant 4-5 décennies prochaines, le monde va vers la faillite. La faillite, quelle faillite vous voulez nous faire la faillite, aujourd'hui, il y aujourd'hui a des difficultés aux États-Unis. Hein, vous ne pouvez pas vous imaginer. Il y a des gens qui sont sans domicile fixe, il y a des gens qui sont mal payés, il y a des gens qui sont sous-payés, etc. Différemment. Mais on il y a n'en parle pas trop, de moins eh bien, en moins. bon, on n'en parle pas trop parce qu'on n'est pas très intéressé à lire et à suivre les informations. Mais écoutez, on doit pouvoir comprendre ce que fait aujourd'hui la société. Et nous sommes dans un processus d'occidentalisation, de l'adoption de valeurs occidentales universelle. Et c'est très important. Et donc, les pays qui n'auront pas fait des efforts pour s'adapter ou s'acclimater par rapport à ces processus vont disparaître. Et les valeurs que je connais, comme la démocratie, comme la justice, comme la répartition équitable des ressources de la République, comme le pluralisme politique, le pluralisme syndical, toutes ces valeurs seront d'application en Amérique, en Asie, en Océanie, en Afrique. Et donc, lorsqu'on va mettre en place un gouvernement mondial, à ce moment-là, chaque pays qui n'aura pas fait un effort de faire un bon bondissement pour s'acclimater, eh bien, écoutez, devra disparaître. Et aujourd'hui, au lieu que l'élite politique essaye de scanner la situation, essaye de prendre des dispositions qui lui permettent véritablement de pouvoir contourner les difficultés prochaines qui risquent véritablement de remettre en question la vie des non-concitoyens, qui sont plus de 70 millions d'habitants aujourd'hui. Et donc, on est très intéressé par rapport à la lutte d'intérêts, à la lutte de positionnement politique, etc. Et c'est ça, justement, le danger. Et beaucoup de pays à travers le monde ont pris conscience là. C'est comme ça qu'aujourd'hui, vous avez la Chine qui devient la deuxième puissance économique mondiale, deuxième puissance militaire. Vous avez Norbert, le Brésil. je termine par là. Le Brésil qui était avec nous, même en la conférence de Bali, qui véritablement aujourd'hui devient sixième puissance économique mondiale. Nous pouvons être émergents, mais nous posons des actes qui véritablement ne concordent pas. On va en débattre avec vous dans quelques poussières de secondes. Le temps de rappeler à nos téléspectateurs les titres tels que traités ce matin par Grace Salambo. Les parents sont à l'honneur ce vendredi en RDC. Depuis 3 décennies, la journée du 1er août est dédiée aux parents. C'est en principe l'occasion pour les enfants de les remercier pour les bienfaits et leur encadrement. Cela avait été décidé sous le régime Mobutu dans le cadre de la politique de recours à l'authenticité. Plusieurs personnes se rendent également au cimetière pour se recueillir sur les tombes de leurs parents décédés, membres des familles et amis qui leur étaient chers. Cette journée est déclarée chômée et payée sur toute l'étendue du pays. Le ministre de la Santé publique, Félix Kabange,
a appelé la population congolaise à observer des mesures d'hygiène strictes, notamment le lavage des mains pour prévenir toute contamination du virus Ebola qui sévit en Afrique de l'Ouest, même si aucun cas d'Ebola n'a été jusqu'ici détecté en République démocratique du Congo. Les ministres et ses différents partenaires du secteur de la santé ont arrêté plusieurs mesures préventives au cours d'une réunion de crise tenue à Kinshasa. En dehors de nos frontières, le secrétaire d'État américain John Kerry a annoncé jeudi que les Hamas et Israël s'étaient entendus sur une trêve de 72 heures dans la bande de Gaza. Et cette annonce de cessez-le-feu a été faite conjointement avec le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, après 24 jours sous les bombardements israéliens. La bande de Gaza connaîtra 3 jours de répit. En sport, le Football Club Renaissance du Congo joue les dimanches 3 août prochain contre Al Hilal Omdurman au stade Tata Raphaël de Kinshasa. Cette rencontre amicale permettra au club soudanais de préparer son match de la 5e journée de la Ligue 2 champions de la CAF face au tout-puissant Mazembe prévu à Lubumbashi. Voilà, je reviens à mon invité qui était en train de nous élucider l'évolution de certaines nations et certaines contraintes aujourd'hui. Mais vous parlez, j'aimerais bien qu'on revienne sur les temps. Vous avez, pendant votre intervention, fait mention du temps. Le temps a été court pour pouvoir revisiter cette révision, faire cette révision cette constitution. En quoi estimez-vous que le peuple n'a pas encore bien digéré cette constitution, il n'en maîtrise pas, ou bien, quelque part, il y a une disposition qui dit qu'on ne peut que faire ça en ayant 15, 10, 20 ans? Non, il ne faut pas qu'on donne l'impression que je ne suis pas d'accord avec la révision constitutionnelle. Pas du tout, je ne l'ai pas dit. Et la révision constitutionnelle, elle est constitutionnelle. Voilà. Elle est constitutionnelle, encore qu'il faut qu'il y ait des opportunités, qu'il y ait des problèmes qui se posent, des problèmes qui bloquent la dynamique de la gestion de la République. Et au regard véritablement de ces blocages, on s'est dit, si il y a possibilité de réviser, pourquoi on ne peut pas le faire? Qu'aujourd'hui, il me semble... Révision, il me oui. semble Mais qu'aujourd'hui, je ne vois pas encore un problème qui se pose et qui doit exiger la révision constitutionnelle. Vous savez que cette constitution a été révisée, vous vous rappelez, en janvier 2011, on a révisé la constitution, c'était à la veille des élections. Cette coïncidence, chaque fois qu'à la veille des élections, mais on révise c'est pas la la veille, constitution. Les élections, c'est pas en 2016. Et pourtant, on avait la possibilité, déjà quand on avait touché cette constitution en 2011, on aurait pu élaguer les différents États. Il y avait cette possibilité-là, on l'a fait rapidement. L'unique fois dans le Parlement congolais où on a pris une vitesse croisière pour modifier les dispositions constitutionnelles. Souvent, les choses traînent à longueur, n'est-ce pas, au Parlement, mais cette fois-là, c'était dans les 48 heures dont on aura déjà fini la révision. Mais moi, j'ai dit, mais pourquoi on n'a pas vu de manière globale, de manière holistique, les dispositions qui pouvaient naturellement bloquer la situation? Il me semble que tel n'a pas été le cas. Il y a eu une motivation que chacun connaît, pourquoi on a révisé en 2011. Aujourd'hui, on est en 2014. Et à 2 ans de la fin de la mandature. Et puis, on annonce une révision. Et plus grave encore, une révision qui véritablement doit aller vers le peuple, vers le référendum. Au moment où on dit non, il n'y a pas de moyens, au moment, etc. C'est de tout ça. Et vous savez, chers amis, nous sommes un pays en difficulté, nous avons passé des moments très, très, très difficiles. On aurait souhaité naturellement que, on est en train de respecter un peu le cycle comme on l'a fait en 2006, voilà, 2011, on a fait les élections, et puis, les Africains, et même les mondes, commençaient à nous respecter un peu, même si ce qu'on a vu en 2011 on est encore en train d'être... n'a pas été assez catholique, etc. Mais c'est au moment où on s'est dit, on est en train de domestiquer les échéances, on est en train de domestiquer la digestion des règles que nous avons mises en place, c'est au même moment qu'on voudrait faire autrement les choses. Entre-temps, les défis sont grands. Les défis sont grands, des grands problèmes qui se posent. Mais les priorités sont là, les nécessités. On dit non, allons vers la révision qui est véritablement un problème de positionnement des individus. Et c'est ça justement le danger. Ça nous